Donc on arrive à une partie assez intéressante qui est la gestion des crabes et des autres choses rondes, comme par exemple les coins, c'est-à-dire les pièces de réponse. Alors il existe différentes manières de gérer des ennemis dans un jeu de type arcade, hein, soit de manière synchrone, c'est-à-dire séquentielle, ou encore de manière asynchrone, hein. Je vous renvoie vers la vidéo Cdojo 05, Algo 05 sur les traites et l'asynchronisme des fonctions. Alors, dans l'approche asynchrone, on définit une fonction appelée un thread qui sera appelée et qui tournera indépendamment du thread principal, donc le main thread ou la fonction main. Par exemple, le langage Scratch s'appuie assez fortement sur ce principe. Même si vous êtes totalement transparent, en réalité, c'est plus ou moins ce qu'il fait. Alors, cette approche peut apparaître assez élégante puisqu'elle rend des parties de code indépendantes des unes des autres et permet, dans le cas d'une architecture multicœur, de tirer parti des différents cœurs de la machine et globalement d'effectuer des vrais traitements en real-time parallèle. Cependant, elle s'avère souvent compliquée à coder et surtout difficile à débugger, et dans notre cas, elle risque de se montrer extrêmement peu payante, puisque notre jeu restera relativement simple. Donc nous avons plutôt opté ici pour une approche séquentielle. Donc les crabes sont des sprites, au même titre que le joueur. Pour en avoir plusieurs, il nous suffit donc de créer un tableau de coordonnées indépendantes. Chaque sprite pointe sur les coordonnées de la surface source contenant les 3 costumes du crabe. Ce qu'on voit normalement ici. Euh, une seule surface source évidemment sera utilisée pour les différents crabes qu'il y a dans le jeu. Ici on en définit 3 au maximum. On aurait pu en définir 4, 5, etc. Mais on va toujours pointer évidemment sur la même forme de sprite. Par contre, on retiendra dans le tableau leurs coordonnées X et Y de manière indépendante. Je n'ai pas beaucoup, donc c'est ce qu'on voit en gros ici, ennemi X, ennemi Y, c'est là qu'on va retenir quelque part les valeurs X, Y de chacun des ennemis. Donc ceci pour le premier, ceci pour le deuxième, ceci pour le troisième. Bon, ici ce sont des valeurs un peu bidons parce qu'elles seront de toute façon remises en place lors de l'initialisation du jeu. Je n'ai pas beaucoup parlé de programmation orientée objet ici, mais dans ce cas de figure, le crabe serait, tout comme le sprite du joueur et les pièces numérotées, de superbes candidats pour des classes. Il suffirait d'instancier n fois la classe crabe pour obtenir autant d'objets crabes que l'on veut et qui se déplaceraient de manière totalement indépendante les uns des autres. Ici, nous avons opté pour un tableau de structure classique en C. Je vous renvoie vers les vidéos Cdojo 08 et Cdojo 09 qui expliquent évidemment ces concepts de programmation liés au C mais aussi à d'autres langages de programmation. Donc ici on voit que la ligne 146 définit les 3 costumes du crabe, identiques pour chaque ennemi. Les variables globales ennemis de tableau ennemi X définissent les 3 positions X et celle en Y joue le même rôle pour les coordonnées Y. Nous avons un tableau ennemi sens qui indiquera la direction que prendra l'ennemi à l'initialisation. 0 pour la droite, 1 pour la gauche. Donc ils ont tous au départ, normalement ils iront tous à droite, hein, mais après, au fil des chutes, on verra qu'ils pourront changer de direction, et ce indépendamment les uns des autres. Nous avons le tableau ennemi statut qui indique si l'ennemi est toujours dans l'écran ou s'il est sorti de l'écran et qu'il ne doit plus être affiché et qu'en réalité il se retrouve en mode attente. Et ensuite on a un dernier tableau qui est le enemy waiting et qui en fait n'est rien d'autre qu'un compteur qui compte le temps d'attente pour chaque ennemi. Voilà. Donc c'est une façon de gérer quelque part le respawn du crabe. Donc ça veut dire que quand un ennemi est sorti de l'écran, il va attendre un certain temps et puis il va respawner, pour parler comme les jeunes, au début du niveau. Donc en haut de l'écran. Donc les sens sont choisis au hasard lorsque l'ennemi tombe dans un trou et qu'il doit repartir une fois qu'il a atterri sur la plateforme du bas. Donc, les ennemis détectent aussi les obstacles. Le déplacement des ennemis est contrôlé par 3 fonctions.
notamment initialize level. Alors cette fonction initialise les coordonnées du joueur au début de la partie et appelle pour chaque ennemi une fonction qui s'appelle spawn enemy et qui va permettre de tirer au hasard une position horizontale pour la position des ennemis en X spécifiée par l'index du tableau. La position verticale étant elle fixée d'office à 16, c'est ce que nous voyons ici si nous allons dans la fameuse fonction spawn enemy. Donc là on a le tirage au hasard. On va prendre un modulo, un reste de division de 30, ça va nous donner des cases de 0 à 29, et on ajoutera 5. En multipliant ça par 8, évidemment, on aura la position en pixels de la case qu'on a déterminée pour le crabe, et comme vous le voyez ici, la valeur en Y est d'office mise à 16, et ce pour l'ennemi dont on a passé l'index. Donc si on veut les 3, il suffit de faire une boucle de 0 à 2 et de passer à chaque fois l'index 0, 1, 2 pour afficher les trois crabes. Une autre fonction est déplace ennemi. Cette fonction est similaire à moveMonkey dans le sens où elle incrémente-décrémente la position de l'ennemi en fonction du sens de celui-ci tout en détectant les limites de l'écran et la chute dans un trou. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on va retrouver ici. Si l'ennemi tombe dans un trou, le sens est bloqué alors que la position Y est incrémentée. Lorsque l'ennemi détecte à nouveau une plateforme, si le sens vaut 0, alors on choisit le sens au hasard. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici. Donc on va simplement tirer à pile ou face s'il va à gauche ou à droite et on indiquera pour cet ennemi en question le sens dans lequel il va aller au moyen du tableau. On teste les limites de l'écran à gauche, si x est plus petit que 0. Si y égale 136, c'est-à-dire qu'on a atteint le bas de l'écran, alors l'ennemi sort de l'écran. Donc c'est ce que l'on doit voir ici. Donc là on a testé la limite à gauche, on est en dessous de 0, donc, et en plus le y est égal à est supérieur à 136, et bien à ce moment-là on va sortir l'ennemi et engager un temps d'attente. Donc l'ennemi va passer en statut CEP Enemy Waiting au lieu de statut CEP Enemy Spawn. Dans ce statut, il n'est plus affiché. À la fin des tests, la fonction Display Enemy est appelée pour l'ennemi évalué. C'est ce que l'on voit ici. Et cette fonction Display Enemy, qu'est-ce qu'elle va faire? Display Enemy, elle va simplement, si l'ennemi Y est en statut ennemi spawned, alors le rectangle de destination est initialisé aux coordonnées XY de l'ennemi considéré et on va simplement copier le sprite à la position voulue. Sinon, le compteur enemy waiting est incrémenté jusqu'à ce qu'il atteigne 50. Dès lors, il est réinitialisé et l'ennemi est à nouveau spawné. Appel de la fonction enemy spawn, enfin spawn enemy, pardon. Et le jeu va pouvoir continuer avec le crabe qui est revenu en position initiale. Alors, ici on rentre dans la gestion des pièces, les petites pièces de monnaie qui ont chaque fois la valeur, une valeur possible de réponse à l'équation. Et cette gestion des pièces est assez simple puisqu'elle est initialisée une fois pour toutes en fonction du niveau, comme indiqué, comme on le voit ici. Il suffit de modifier les valeurs que vous retrouvez ici pour changer le positionnement des pièces. Si ça ne vous plaît pas la manière dont elles sont positionnées au niveau, il suffit de changer simplement ici. Et vous pourrez inverser ou changer l'ordre des pièces. Pour complexifier un niveau de difficulté. Voilà, ça, c'est des choses qui seraient envisageables pour le futur. Et donc, ce qu'il faut peut-être préciser aussi ici, c'est que la pièce se trouve intimement liée au calcul présenté comme petit problème à résoudre, puisqu'une seule pièce complète la réponse.
Hein, donc quand vous avez 45 divisé par 9, bah, vous vous doutez que ce sera la pièce 5 qui va compléter cette réponse. Donc ça c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est qu'on a le problème posé qui sera affiché dans le petit tableau ici. Donc on a 8 problèmes posés, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, il suffit juste d'adapter la longueur du tableau au nombre de problèmes. 255 c'est simplement la taille de la chaîne de caractères maximale qu'on pourra afficher. Bon, vous n'y arriverez pas de toute façon parce que ça demanderait un écran trop grand, mais enfin bon voilà, on a prévu le coup. Et pour chaque problème posé, on indique ici sa solution. Donc pour le problème 0, bah, je sais que la solution sera 5. Pour le problème 1, bah, la solution sera 9. Pour le problème 3, la solution sera 7. C'est pas l'ordinateur qui s'amuse à calculer les solutions. Hein. On a précalculé tout ça. Pour lui, ça sera beaucoup plus simple. On pourrait lui faire ça, mais ça serait un peu se compliquer la vie. De créer ce type d'algorithme parce que bon, les grammaires ETF, c'est quand même c'est ce qu'on appelle les grammaires ETF, ce sont des algorithmes informatiques basés sur les expressions termes et facteurs qui permettent de faire calculer à l'ordinateur une expression mathématique. C'est relativement pas folichon à mettre en place et ça n'aurait vraiment pas d'intérêt dans ce que nous faisons ici. Donc c'est pour ça que j'ai préféré quelque part réduire cette complexité. Donc en gros voilà, on a l'exercice, les solutions, un exercice sera affiché et une solution sera déterminée, c'est ce qu'on voit ici, le GA exersol va récupérer la valeur qui aura été sélectionnée normalement au hasard lors de l'initialisation. Et donc simplement elle prendra la valeur que vous retrouvez dans les pièces. Et donc si vous prenez par exemple la pièce d'index 5, c'est-à-dire la pièce qui correspond à la valeur 5, hein, eh bien, vous vous rendrez compte que si ça correspond à l'index de la solution, ben, vous avez gagné, sinon vous avez perdu, vous perdez une vie parce que vous avez raté votre coup et vous êtes tombé sur la mauvaise réponse. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc en cas de collision, on va regarder dans le tableau des pièces, c'est laquelle avec laquelle vous êtes rentré en collision. Et si par exemple vous vous rendez compte que c'est celle du cinquième qui avait la position 5 dans le tableau, ben ça correspond évidemment à la valeur de GA exersol et vous avez la bonne réponse, sinon ben, vous êtes mort. Voilà. Donc ça c'était un peu la petite idée ici dans la gestion des pièces. Et on arrive enfin à la fin quelque part de notre fonction updateGame, puisque là on est dans l'affichage des paramètres. Et ici on va afficher le score, le high score, la vie, en bas de l'écran, ainsi que le problème à résoudre que l'on affiche en haut au centre de l'écran. Donc c'est le fameux GA exerc que vous voyez ici, qui est centré et qui est affiché en 0,0. Les autres éléments étant affichés plus bas. Voilà. Alors quelques mots sur une fonction, et donc là on vient de terminer la fonction updateGame. Si on revient là où on était parti, donc on est ici vraiment dans l'affichage des paramètres sur la fin de la fonction et l'affichage évidemment de l'écran total. L'affichage total de l'écran, c'est à vous de voir. Je reviens ici sur une fonction très intéressante qui est la fonction isColliDit. Et donc cette fonction détermine s'il y a une collision avec un ennemi ou avec une pièce, et donc si l'utilisateur a choisi une mauvaise réponse, collision avec la mauvaise coin ou la mauvaise pièce si je parle en français. La gestion de la collision se fait de manière assez simple. Nous considérons, je vais le montrer peut-être ici c'est plus clair, donc le centre du sprite, que ce soit le personnage, la pièce ou l'ennemi, les sprites faisant 16 x 16. Le centre est au point 8,8 par rapport à son point de 0. Le 0,0 étant là, le 8,8 étant ici. Dans un premier temps, on boucle sur les ennemis et on compare simplement la distance entre le centre x1 du personnage et le centre x2 du crabe, de cette pièce. On fait ça pour la longueur, pour les x, et on fait ça aussi pour la hauteur, c'est-à-dire pour les y, on va comparer le y1 et le y2.
Et si cette distance est inférieure à 8, alors on considère qu'il y a collision. Donc on est dans un cas ici. Remarquez que cet espace delta x et delta y forme un carré de 8,8, démarrant au centre du joueur et entourant donc, quelque part le joueur. Donc en gros, ça veut dire que ça peut se détecter dans les deux cas. Si un autre sprite se trouve à l'intérieur du carré, alors il y a collision, sinon il n'y a pas collision. Alors ici, on ne détecte pas pixel par pixel. Le test est assez conservateur, car il va considérer comme collision des cas qui n'en sont pas. Enfin, il va plutôt considérer comme collision vraiment même des cas qui n'en seraient pas. Effectivement, d'une manière générale, en statistique, on a tendance à parler de tests conservateurs lorsqu'ils considèrent comme faux certains tests qui pourraient être vrais. Donc une amélioration ici serait vraiment de tester pixel par pixel lorsque l'on détecte en fait qu'on est dans une collision potentielle. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Bon, ici on ne le fait pas parce que ça fonctionne relativement bien et en général comme les déplacements sont assez rapides, quand on a une collision on la sent relativement bien. Donc dans le cas d'un crabe, on considère que l'on peut augmenter son score en sautant au-dessus. Donc ça c'est, je reviens un petit peu à l'algorithme ici, donc ça c'est le fameux test qu'on fait pour détecter s'il y a une collision ou pas. Et pour le cas du crabe, si on n'y a pas de collision mais qu'on est juste au-dessus du crabe, eh bien on va incrémenter le score de 200. C'est la fameuse variable status score qui va passer à 1 et qui va nous indiquer qu'il faut augmenter le score. Alors pour les pièces, c'est un petit peu différent. On détecte si on est en mode saut, puisqu'elles sont tout en haut, donc on ne peut pas toucher une pièce tant qu'on n'est pas en saut. C'est une simplicité du jeu, ça aurait pu être... vous pourriez mettre les pièces en bas, mais alors il faut penser à enlever cette ligne dans l'algorithme de détection, dans le Viscola ID. Alors si oui, on est en mode saut, on boucle à travers toutes les pièces, et si une des pièces se trouve dans le rectangle 8,8 par rapport au centre du joueur, alors il y a collision. Si la pièce est la bonne, c'est-à-dire que l'index boucle correspond à la solution dans le fameux GA exersol, eh bien on va passer au statut CEP status next, ça veut dire qu'on passe au niveau suivant et on augmente le score de 1000. Ce qui est la récompense du passage au niveau suivant, nous le verrons juste après. Et donc je reviens maintenant aux autres statuts qui avaient... on s'est penché très longuement sur le statut Update Game, qui est le statut Game ici, mais évidemment il y a tous les autres statuts, notamment le Next Level, le Game Over et le Def. L'intro, on en avait déjà pas mal parlé au début, puisque cet automate à état fini, évidemment, gère les touches et gère les événements de réponse aux touches en fonction du statut dans lequel on se trouve dans le jeu. Et donc ici, nous sommes au statut Next. Alors, le programme va attendre 2,5 secondes. Ensuite, il va réinitialiser le niveau, incrémenter le score de 1000, comme on l'a dit, et appeler la fonction ChooseLevel, qui choisira en fonction du niveau de difficulté une solution et un exercice et sa solution. On repasse ensuite au statut Update Game et on est reparti pour un tour pour reprendre la partie au niveau suivant. Le statut mort, donc def, c'est un peu différent. La routine affiche le personnage mort, on attend 2,5 secondes, donc c'est le sprite du personnage qui est mort. On décrémente le compteur de vie, s'il est plus grand que 0, on réinitialise le niveau et on repart pour un tour. Sinon, on passe au statut Game Over. Le statut Game Over, lui, c'est pas très très compliqué non plus. Simplement, on efface l'écran, on affiche l'écran de fin de jeu, ainsi que le score et le plus haut score. Si le score est plus grand que le high score, on va conserver comme high score le score courant. On réinitialise les vies à 3, on remet le score à 0, on attend 2,5 secondes et on repasse à
au statut intro. Donc on revient à l'écran d'introduction où on propose un niveau de difficulté aux joueurs. Donc on a quand même fait un joli tour des différentes fonctions utilisées par le programme. Alors, il y a évidemment des améliorations possibles qu'on pourrait faire sur ce petit jeu. Donc il y aurait pas mal d'améliorations au niveau graphique, par exemple, utiliser une résolution plus grande et adapter les sprites, faire un design un peu plus adapté aux grands écrans, et qui serait fonction de la nouvelle résolution qu'on choisirait. On pourrait choisir du 1200 par 1080 par exemple, ou du 1600 par 1200, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités, mais il faudrait évidemment adapter le jeu en conséquence. Passer peut-être aussi à Windows, hein, parce que là pour l'instant le jeu il tourne que sur Linux, je ne suis pas encore amusé à le convertir en Windows, à préparer l'environnement. Évidemment en Linux c'est facile parce que vous avez GCC qui fait partie intégrante de Linux, donc ça simplifie absolument tout. Donc là, ça serait du paramétrage au niveau du fichier make et au niveau redéfinir l'installation, enfin l'environnement sur lequel on devrait faire tourner le jeu, c'est-à-dire installer les DLL, donc les bibliothèques SDL qui là seraient sous forme de DLL. Voilà, c'est un peu de chipoterie, je peux y regarder, c'est vrai que par fainéantise, moi j'ai continué à travailler sous Linux. Alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter des niveaux différents, avec par exemple des mosaïques différentes, des dispositions différentes. Hein. On pourrait ajouter des éléments de décor qui n'apporteraient rien, mais qui embelliraient simplement le niveau, et qui, quelque part, donneraient plus envie aux joueurs de jouer. On pourrait ajouter plus de crabes, ou ajouter carrément d'autres monstres en fonction des niveaux. Donc adapter vraiment la jouabilité, la difficulté du jeu en fonction de l'évolution du joueur. On pourrait aussi ajouter des sons et de la musique, ce qui n'est absolument pas fait ici. Moi je suis absolument pas musicien, j'y comprends rien, donc c'est très très compliqué pour moi. Ajouter la possibilité par exemple de récupérer des objets comme des fruits ou des armes quelconques et de pouvoir les lancer sur les crabes par exemple. Comme dans le premier jeu, le jeu d'inspiration Monkey Academy, on pourrait aussi utiliser un système de panneaux plutôt que d'utiliser des pièces avec une valeur écrite dessus. On pourrait soit utiliser un panneau ou soit simplement ne pas montrer les valeurs des pièces, mais bon là ça deviendrait compliqué, et proposer par exemple aux joueurs de choisir la pièce une fois qu'il l'a reconnue. Ça ajouterait un aspect memory en plus de l'aspect calcul au jeu. On pourrait aussi agrandir les niveaux en introduisant par exemple une notion de scrolling horizontal ou vertical, voire de scrolling multidirectionnel, et pourquoi pas, si on est fou, de scrolling différentiel. Donc le scrolling multidirectionnel, ça veut dire vous allez suivant la direction où vous allez, l'écran vous suit. Et le scrolling différentiel, c'est simplement que les éléments plus éloignés se déplacent moins vite que les éléments plus rapprochés. Donc ça donne un aspect assez particulier. J'en arrive donc à la conclusion. Nous avons couvert pas mal d'aspects de la programmation du jeu vidéo. Ces aspects étaient étonnamment beaucoup plus développés dans la littérature de ma jeunesse, essentiellement dans les années 80. Comme en témoigne cette petite série de bouquins dont je fais tout de suite un aparté, qui s'appelait Let's Run, et qui m'a littéralement donné l'envie, ou en tout cas qui m'a donné le goût à la programmation lorsque j'avais 12 ans. Donc je pourrais continuer dans la lignée Let's Run et présenter d'autres types de jeux à programmer, comme un jeu d'aventure par exemple, ou un jeu de rôle. Ça je le ferai plutôt en Java, parce que bon, Java est quand même un peu moins tordu que le C++ pour ce genre de choses. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que ça permet d'introduire des concepts de programmation orientée objet. Bon. Mais ça je verrai en fonction de mon temps comment les choses évoluent. Et comment je pourrais aussi gérer peut-être essayer d'être un peu plus présent et de participer un peu plus vraiment aux activités du codeur dojo, parce que là j'ai un peu l'impression d'être un peu à l'écart, mais c'est à moi à faire l'effort et à reprendre contact le plus rapidement possible. Oui, je compte produire une dernière vidéo sur... enfin, en tout cas, je compte produire, elle est déjà démarrée, enfin, le synopsis est déjà là, sur un thème qui a peut-être été à la base de tout ceci, si j'y réfléchis un peu, et qui est consacré aux geeks des années 80. Vous en aurez déjà
Vous en aurez déjà eu un aperçu si vous avez regardé les vidéos précédentes, mais bon, là, je reviendrai sur certains aspects. Voilà, c'est plus pour m'amuser, pour faire découvrir peut-être un aspect de la geekitude qu'on connaît peut-être un peu moins. Pour le reste, je pense que vous disposez dès à présent des bases techniques pour pouvoir vous lancer dans la programmation de jeux d'action 2D. Et si vous avez compris les bases en C, vous n'aurez aucune difficulté de passer à d'autres environnements, que ce soit du Scratch, encore du Unity, puisque hormis l'assembleur, le C est un des langages les plus exigeants au niveau syntaxe et compréhension de l'architecture des ordinateurs. C'est pas pour rien que je l'ai fait en C, c'était quand même pour vous donner vraiment cet aspect de la programmation et de se dire que si je peux faire le plus, je peux faire le moins. Pour le reste, je vous souhaite donc bien du plaisir au fil de vos découvertes et surtout des arrachages de cheveux sur le debug. Et voilà, amusez-vous, apprenez et ne vous découragez pas parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez amusant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt peut-être.